Au cœur de l'histoire se dessinent des chapitres où les mots prennent vie, portés par une jeunesse audacieuse et qui brave les courants tumultueux de son temps. Telles des étoiles filantes illuminant le ciel nocturne, ces jeunes générations tracent leur chemin avec courage. Leurs récits sont tissés de passion et de persévérance, chaque défi devenant un pas vers l'audace. Aujourd'hui, embarquons-nous pour le Japon et découvrons l'histoire inspirante de ces lotus qui, tels des symboles de pureté, émergent des eaux agitées, incarnent des jeunes femmes telles que Sakoyo et Nami, aspirant à devenir des lutteuses de sumo professionnelles. Et comment ne pas commencer par cette belle métaphore qui symbolise la devise de ces jeunes femmes? On dit que le poète Kobayashi Issa, qui au temps des Lumières de l'Europe vécut dans un Japon encore féodal une longue et douloureuse vie, alla un jour au Shisendo, un temple bouddhiste zen de Kyoto. Il demeura longtemps sur les tatamis à admirer le jardin. Un jeune moine vint lui vanter la finesse du sable et la beauté des pierres autour desquelles on avait ratissé un cercle très pur. Issa resta muet. Le jeune moine loua avec éloquence la profondeur de la scène minérale. Issa se taisait toujours. L'autre, un peu étonné de ce silence, fit l'éloge appuyé de la perfection du cercle. Alors Issa, montrant de la main par-delà le sable et les pierres, la splendeur des grandes azalées, lui dit « Si tu sors du cercle, tu rencontres des fleurs. » Comme le dit Sakoyo, une de ces jeunes femmes qui pratiquent le sumo, l'objectif n'est peut-être pas de s'intégrer dans le cercle traditionnel, mais de créer de nouveaux cercles. Découvrons ensemble le parcours hors norme de Sakoyo et d'autres femmes et comment elles défient les obstacles qu'elles affrontent au quotidien face aux traditions profondément ancrées dans la culture japonaise. L'une d'elles est de pouvoir assister aux tournois professionnels des hommes en étant généralement séparés des hommes dans les gradins. Certaines zones leur sont réservées, perpétuant ainsi une séparation basée sur le genre. Dans la culture japonaise, l'harmonie est primordiale et sortir du cercle, c'est risquer d'être critiqué. Et qu'est-ce que le sumo? Des compétitions de sumo, en particulier 6 au total dans l'année pour les tournois professionnels majeurs, suscitent un grand enthousiasme et une passion débordante de la part du public japonais. Les fans sont très impliqués et bruyants pendant les combats. D'ailleurs, certains lutteurs, nommés des sumotori, n'hésitent pas à encourager les réactions du public. Par exemple, en 2019, un sumotori de 34 ans a été réprimandé pour avoir exhorté le public à réaliser des claquements de mains à la fin d'un combat qu'il avait remporté. C'est quoi le sumo? Avez-vous déjà aperçu ces lutteurs de sumo, des hommes de grande stature physique entraînés rigoureusement pour développer leur force, leur agilité et leur équilibre? Le sumo littéralement veut dire se frapper mutuellement. C'est un sport de lutte japonais caractérisé, comme je vous l'ai dit, par le gabarit imposant des lutteurs et de nombreux rites traditionnels qui entourent les combats. Il se pratique avec 2 règles simples. Ne pas sortir du cercle normé, le doyo, et ne pas toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Malgré la popularité croissante du baseball et du football chez les jeunes, le sumo reste un sport emblématique du Japon. Si on en trouve la première trace écrite dans le Kokiji, le récit des temps anciens qui réunit les mythes fondateurs du Japon et qui date du 8e siècle, il est fort probable que la pratique de ce combat à main nue soit plus vieille, comme en témoignent d'anciennes peintures murales mises au jour. Le mythe fondateur du sumo repose sur un affrontement épique qui symbolise la naissance du sumo, un combat entre les dieux qui aurait eu lieu il y a 2500 ans pour le contrôle du Japon. Légendes mis à part, les combats de sumo étaient initialement des rituels shinto, dédiés aux dieux pour leur demander une bonne récolte. Au fil de l'histoire, son efficacité est reconnue par les guerriers qui se mettent à le pratiquer comme les autres arts martiaux. Et puis, durant l'ère Edo, qui va du XVIIe au XIXe siècle, le Japon vit une période de paix qui permettra au sumo de prendre sa force actuelle, donc strictement sportive avec le système de listes et de rangs. Le sumo devient ainsi le sport national du pays,
Il finit de se professionnaliser entre le 19e et le début du 20e siècle avec la création d'associations, de syndicats et de compétitions pour aboutir au sport que nous connaissons. Ce bref rappel historique permet de comprendre pourquoi le sumo est resté jusqu'à nos jours un sport typiquement masculin. Il est particulièrement lié à la pratique des arts guerriers dans une culture patriarcale. Pendant longtemps, d'ailleurs, les femmes n'avaient même pas le droit d'assister au combat. Et pourtant, les premières traces de sumo féminin, appelées Onna Sumo, remontent à 500 après notre ère. En avril 2018, un incident a provoqué un scandale lorsque les femmes sont montées sur le doyo pour secourir un homme victime d'un malaise à Tokyo. Cet acte a été perçu comme une souillure de l'espace sacré, car selon la tradition shintoïste, les femmes sont considérées comme impures. Cet événement a mis en lumière les tensions entre tradition et modernité au Japon. Et depuis, un vent de changement souffle sur le monde du sumo. Depuis 2018, le sumo est reconnu officiellement par le Comité olympique international qui prône l'égalité des sexes. Les compétitions de sumo pour enfants sont désormais mixtes et les jeunes femmes, comme Sakoyo et d'autres, espèrent que cette reconnaissance ouvrira les portes des compétitions nationales aux femmes. Tournons-nous maintenant vers Sakoyo. Sakoyo qui a été souvent moqué à l'école pour son surpoids. Et un jour, son instituteur lui a proposé d'aller concourir pour un concours de sumo. Ce qu'elle a fait à l'âge de 8 ans. Elle a remporté ce concours. Et depuis, elle n'a cessé de s'entraîner. À 17 ans, elle est devenue la première fille à intégrer le club de sumo de son lycée à Tokyo, brisant ainsi une tradition sexiste. Le père de Sakoyo la soutient et admire sa force mentale. Et depuis peu, sa petite sœur a rejoint le groupe de quartier de Shin-Sumo. Une université à 400 km de Tokyo prône la parité et accueille également des femmes dans son club de sumo. En 2022, ce club comptait 5 femmes de 19 à 21 ans qui s'entraînent avec les hommes mais n'ont pas le droit de participer aux compétitions professionnelles. Tout comme les hommes, les femmes qui aspirent à pratiquer le sumo suivent un entraînement intensif et rigoureux pour développer leur force physique et leur technique de combat. Elles s'entraînent pendant plusieurs heures par jour, se concentrent sur des exercices de renforcement musculaire, de conditionnement cardiovasculaire et sur la maîtrise des techniques spécifiques au sumo. Une des prières d'un de ces clubs de haut niveau qui termine l'entraînement est « Mieux vaut être maladroit que de tricher ». Et ces jeunes femmes ne trichent pas. La force est traditionnellement associée aux hommes au Japon et ces jeunes lutteuses subissent du sexisme quotidiennement sans pouvoir le verbaliser. Pourtant, chez les femmes, le poids n'est pas l'essentiel. La preuve, quand vous voyez sur ces images Natsumi Tagaki, une jeune japonaise de 32 ans qui pratique le sumo, eh bien, elle n'est pas en surpoids, n'est-ce pas? Elle s'est mise au sumo après avoir découvert ce sport par l'intermédiaire de son mari qui était arbitre lors de l'US Open de sumo. Et pourtant, elle hésite encore à avouer cette passion à son père, parce que le sumo est toujours perçu comme un sport d'hommes obèses au Japon. Nami est une étudiante en Shin-Sumo, le sumo féminin, et elle est consciente des discriminations basées sur l'apparence. Dans un Japon conservateur, le féminisme reste un tabou. Nami souligne qu'il vaut mieux être discrète pour être bien traitée par les hommes. La minceur est un impératif et les femmes en surpoids, comme Sakoyo, sont désavantagées à l'embauche. Le Japon est un pays où les femmes doivent souvent se conformer à des normes strictes de minceur et de féminité. D'ailleurs, c'est l'un des pays où les femmes sont les plus légères. Elles pèsent en moyenne 53 kilos. Et les femmes célibataires sont souvent marginalisées. Comme le dit Nami, en côtoyant le monde du sumo, elle a évolué dans un monde d'hommes, ce qui la rend plus forte pour affronter les discriminations du genre dans le monde du travail. Elle a trouvé dans le sumo un moyen de se renforcer mentalement pour affronter ces défis. Comme elle le souligne, une femme célibataire au Japon, c'est être une marginale. Dans un pays où les traditions sont ancrées, rares sont les femmes qui revendiquent leur indépendance. Elles se plient souvent à la norme. Depuis 2019, la Fédération de sumo organise des compétitions féminines, bien que les femmes ne puissent toujours pas fouler le doyo sacré de la reine Ryogoku Kokugikan.
La Fédération internationale de sumo souhaite voir cette discipline inscrite aux Jeux olympiques, ce qui nécessiterait une participation mixte. Ce serait un pas décisif pour revaloriser un sport entaché par des scandales de matchs truqués. Aujourd'hui, dans le domaine du Shin Sumo, il y a une jeune femme qui est surnommée Little Miss Sumo, Kon Iori. Elle est une lutteuse de sumo japonaise de 23 ans qui milite pour le droit des femmes à participer à des compétitions professionnelles de sumo. Elle a remporté plusieurs championnats. Elle est considérée comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde en 2019. Dans un Japon où les femmes sont payées aujourd'hui encore 50% de moins que les hommes à études égales, Sakoyo et ses compagnes lutteuses de sumo ne se battent pas seulement pour leur place dans un sport traditionnellement masculin. Elles défient aussi les normes sociales et culturelles profondément enracinées. À travers leur parcours, nous voyons la capacité des jeunes générations à remettre en question les stéréotypes et à redéfinir ce qui est possible. Sakoyo, Nami, Little Miss Sumo nous rappellent que chaque petit pas vers l'égalité compte, que ce soit sur le doyo sacré ou pour la reconnaissance et le respect. Elle nous rappelle que le courage et la détermination triomphent des préjugés. Et pour terminer, je vous partage ces haïkus du poète Issa. Nous marchons en ce monde sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. Je répète, nous marchons en ce monde sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si l'histoire de ces jeunes femmes fait écho, et vous aussi vous avez envie de transmettre autour de vous du courage, de la détermination, eh bien likez, partagez, et tous les commentaires sont les bienvenus. Et je vous dis à bientôt.